Bonsoir, 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 Monsieur Oganda Gadarsi. Bonsoir, Master Coach. Bonsoir, le fondateur de Trillionnaire Média. Tu nous accueilles chez toi aujourd'hui. Moi, je m'appelle Dia et ça va être l'occasion pour moi de faire ce chemin qui nous a menés jusqu'à toi. Pas simplement toi en tant que acteur de la blogosphère, acteur du système média, acteur de cette révolution dans les pratiques liées à tout ce qui est automation, intelligence artificielle aujourd'hui. Exactement, Mais là exactement. d'où tu viens, c'est ce qui nous intéresse. Est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui écoutent, qui nous suivent là maintenant? Ok, ben merci bien d'abord pour ce temps. Je sais que tu es très occupé, Monsieur Dia Alianga Pierre. Mais c'est un plaisir tout d'abord et j'aime bien tes interventions que j'ai suivies plusieurs fois sur Internet. Et en fait, moi, je m'appelle Darcy Ogandaga et bien entendu, je suis gabonais d'origine. Je vis aux États-Unis depuis une vingtaine d'années. Et j'ai créé une compagnie qu'on appelle Trillionaire Media depuis 2007, donc qui aide euh, les, les petites et moyennes entreprises et certains individus à monétiser leur expertise sur Internet globalement dans plus de 67 pays. Et donc j'ai aidé plusieurs organismes et plusieurs personal brands, si on peut appeler ça comme ça, depuis, ça fait à peu près 20 ans maintenant. Voilà. Et c'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir t'avoir avec moi aujourd'hui, parce que une chose qui est certaine, c'est que il y a dans tout ce qui est Afrique francophone, tout ce qui est francophonie, simplement parce qu'on a tendance à l'oublier, mais euh, la francophonie, c'est 85% de pays afrodescendants. Il y a depuis une vingtaine d'années, un peu plus, une trentaine d'années peut-être, euh, beaucoup de mutations qui sont arrivées et qui correspondent également à une révolution industrielle dans le domaine des médias. Toi, dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a emmené à t'intéresser à cela de là où tu es? C'est-à-dire, moi, je suis en France et je parle avec toi, mais toi, tu es aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de ce qui a été la genèse de ton goût pour l'entrepreneuriat? Ouh là là, ben écoute, ça doit d'abord commencer bien entendu par le Gabon, où j'ai grandi. J'ai toujours été une personne très attirée par le marketing et les médias, donc j'étais DJ très jeune, en tant qu'adolescent, entre 13 et 15 ans, j'étais déjà DJ. J'ai travaillé dans certaines radios à l'époque. Je travaillais un moment avec le Quizmaster, Régis, bien entendu, John Mess et Dites-nous plusieurs personnes. l'époque. Moi, je sais, mais pour ceux qui écoutent et qui regardent, c'est quelle époque? 2002, Ah, 95? là, oui, ok, à l'époque. Ok. Donc là, on parle de 1992. Il y a Voilà. 30 ans. Ah, il y a plus Voilà. de 30 Il y ans. a, ouais, voilà, voilà. Il y a 33 ans, quoi. On parle de 1992, 1993, 1994, 95. Et donc, bien entendu, voilà, je me suis toujours intéressé à ce qu'est la musique. Donc, je parlais bien entendu de, pour ceux qui connaissent, hein, de l'époque, hein, DJ John Mess, Tupac Ali, Chacha, DJ Fox, Steve Lamour. Voilà, ça sont c'est les gens avec qui on faisait énormément de musique à l'époque. Donc j'ai toujours été attiré par cet aspect de l'individu aux masses, en fait. Donc en tant que DJ, en fait, bien entendu, distribuer la musique, faire des mixtapes et tout le reste. Donc j'ai toujours été vraiment intéressé par les médias, tout ce qui est médias, médiatique et tout le reste, bien avant Internet. Donc, voilà. C'est hyper intéressant de voir que quand tu nous ramènes il y a plus de 30 ans, on doit se représenter une Afrique francophone qui sort des conférences nationales, une Afrique francophone où il y a beaucoup de mouvements sur le plan politique et social, une Afrique francophone aussi qui, d'un point de vue culturel, va être connectée à tout ce qui est West Coast, East Coast américaine, à ce vent de musique qui arrive dans les années 90 autour du hip-hop, autour de la culture hip-hop, on va dire. Donc, toi, tu étais DJ, mais il y a le MCing, il y a le breakdancing, il y a tout ce qui est graffiti art. Et euh, autour de cette culture, justement,
il y a une dimension que les gens oublient, c'est le street entrepreneuriat. L'idée de se dire qu'avec ce qu'on a et la débrouillardise qu'on peut mettre en place, on peut arriver à créer de la valeur en s'appuyant, comme tu le dis, de l'individu vers la communauté. Pour toi, quelle a été l'expression de cette dimension du hip-hop, street entrepreneuriat? C'est une très très bonne question. Donc à l'époque, moi j'ai toujours pensé en fait à monétiser ce que je faisais. Donc j'allais chez mon ami John Mess, parce que c'est lui à l'époque qui avait les doubles cassettes, on en avait plusieurs. Donc on allait en fait en soirée, et bon, moi surtout, moi j'avais pas l'occasion de mixer comme je voulais. Mais je n'avais pas en fait accès au matériel. Donc le matériel était à Penoreti, chez DJ John Mess. Donc on allait chez John Mess, et donc on faisait des mix en fait, comme si on est en soirée. Attends. Oui. Tu sais que tu es une mastodonte de la culture urbaine, de l'entrepreneuriat street. Il y a des choses dont tu parles, beaucoup des auditeurs ne peuvent pas se représenter de quoi il s'agit. Lorsque tu parles de mix, il y en a qui pensent que tu le fais de manière électronique. Quand tu parles de matériel, pour ça, ils ne voient pas. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est. C'est quoi exactement? Donc ça c'est une cassette TDK. Et ça, c'est la dernière que j'ai enregistrée en 2002. Donc, c'est un des mix que j'ai fait ici à Atlanta en 2002, la dernière fois que j'ai mixé de façon officielle. Et donc, c'était ce genre de cassette, en fait, qu'on dupliquait. Donc, TDK, qui avait une très bonne, comment dirais-je, qualité, qui avait un son, comme un son de CD, que je vendais au taximan à l'époque entre 5 000 et 6 000 francs CFA à 14 ans. Donc, c'est la révolution de l'analogique vers le digital que toi, tu as vu se faire et accompagner tout ce temps-là. Oui, bien entendu. Exactement. Donc, tu avais déjà ce système de bootleg, de cassettes que tu distribuais? Oui. Avant même l'idée de se dire que, comme aujourd'hui, par exemple, tu as parlé de monétisation. Il y en a qui se disent la monétisation, c'est YouTube. En fait, c'est juste quand YouTube te paye. Il y en a qui n'ont pas forcément une notion de ce que tu mets derrière. Est-ce que tu peux ouvrir ce que tu entends? Parce que là, tu es en 90, 92, monétisation comment? Donc, en fait, la monétisation, en fait, les principes n'ont pas changé. C'est les méthodologies et les outils, en fait. Et c'est pour ça qu'on va en parler, bien entendu, tout à l'heure de mon cours, Les 12 secrets, qui a révolutionné, en fait, le monde du coaching. Mais avant d'arriver au coaching, je vais expliquer, en fait, aux gens, je savais déjà comment vendre sans Internet. Donc, il y a des principes, en fait, qui le changent. Quand tu es un entrepreneur, tu es un entrepreneur. Quel que soit, en fait, l'environnement où tu te retrouves, tu dois trouver un moyen, en fait, c'est un service que tu donnes, en fait. Donc, il y a ce qu'on appelle, en fait, il y avait une demande. Donc, à l'époque, il y avait des chansons qui passaient à la radio, mais les jeunes avaient besoin de ces chansons-là. Donc, à l'époque, bien entendu, donc un petit clin d'œil à Jocelyne Moussavou, ce nom de jeune fille, qui, justement, sa maman qui avait un magasin à Mbolo à l'époque. Et donc, j'ai trouvé un moyen, en fait, de commander, en fait, certaines musiques des États-Unis directement à Libreville. Et donc, je pouvais regarder, en fait, le catalogue et, en fait, anticiper certaines sorties. Donc, être parmi les premiers au Gabon à recevoir certaines chansons de rap ou hip-hop. Et donc, j'ai utilisé cela, en fait, comme une plateforme de marketing pour savoir qu'il faut que les gens sachent que c'est mon nom de scène, c'était DJ Darcy B, que c'est Darcy B qui a mené cette chanson-là. Ok? Et donc, voilà, donc c'était toujours une affaire de marketing, je pensais déjà comme ça, à 14 ans, 13 ans, oui. Et donc, il fallait que je pense comme ça. Et à l'époque, ce que je faisais, en fait, pour me faire payer, au moins toutes les 10 minutes, je donnais le numéro de téléphone de ma maison à l'intérieur pour des fêtes et tout le reste. Et je vendais cela aux taximans. Et donc, les taximans utilisaient mes cassettes, donc du marketing, donc de distribution dans Libreville, pour avoir plus de clients pour aller en fait dans les soirées. Donc, c'est plus facile. Les gens veulent aller dans un taxi qui a la bonne musique. Et donc, quand ils entendent la cassette, ils ne me connaissent pas, mais ils entendent mon nom et mon numéro de téléphone. Donc, s'il y a une fête, une anniversaire, ah, on dit, tu danses, voilà. Je me souviens encore du numéro. Voilà, ils écrivaient, c'était 73, 41, 87. Ils écrivent le numéro. Sobraga. Ils écrivent le numéro. Et donc, maintenant, on appelle la maison. Allô, oui, bonjour. Je voudrais en fait avoir une fête. Mais c'est qui vous a donné le numéro? Oh, je l'ai entendu dans un taxi. Et là, mes parents me disaient, mais une personne qui a appelé, c'est quoi cette affaire-là? Et donc, à partir de ce niveau-là, donc moi, j'avais en fait des clients qui appelaient.
et j'allais encore à peine chez un autre frangin, j'ai oublié son nom, qui lui avait le matériel. Donc je louais un TM pour mettre le matériel et aller en fait faire des fêtes. Mais on devait me payer avant pour que je paye le TM et tout le reste, que je paye mon ami. Et à l'époque, on ne conduit pas. Une personne, le gars qui conduit le TM, je dois le payer pour qu'il me conduise pendant la nuit et qu'il m'attende. Ah, mais c'était vraiment toute une organisation en fait. Mais ce que je veux dire en fait, le message que je veux en fait donner en fait aux gens qui vont écouter cette interview, qu'ils comprennent en fait que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une mode. L'entrepreneuriat, en fait, c'est l'art de détecter un service et de trouver un moyen, avec les moyens de bord, pour pouvoir, en fait, servir le client avec un produit ou bien un service. Et donc ça, c'était le système. Là, voilà, j'aime bien le terme système parce que moi, je retiens, tu as un spot qui peut être une soirée ou un taxi où tu as ton service qui est proposé. Dans le taxi, c'est un service promotionnel. Dans une soirée, tu es rémunéré pour le service, mais tu as un écosystème de prestataires qui fait que entre le TM qui déplace le matériel physique, la personne qui te prête le matos, et puis l'endroit où il y a la salle et la mise en place de tout ce qui est intérieur à la soirée, en fait, tu fais simplement de ton travail de DJ, mais tu es rémunéré pour ça. J'ai cru comprendre, et je te demande justement qu'aux États-Unis, les disques jockeys dans les années 70 et 80 étaient payés pour faire passer de la musique et faire de la distribution. Est-ce que toi, tu payais les taxis à qui tu remettais le son, ou c'était juste une manière d'agrémenter le voyage de leurs clients pour eux? Non, mais ça c'est une très bonne question. D'abord, numéro un, donc c'était en fait du marketing. Quand je monte dans le taxi, je monte au taximan, est-ce que tu aimes le hip-hop? Oui. Tu aimes le R&B? Oui, j'aime ça et tout ça. Est-ce que tu as déjà écouté le dernier morceau? Non. Je dis seulement, mets la cassette. Donc quand il met la cassette, non, c'est pas cadeau d'abord. Il met la cassette, il dit, ah mon Dieu, mais ça, avec ça, j'aurais plein de clients, c'est combien? Donc, non seulement, je ne vais pas payer le taxi, mais le taximan va me donner 5000 francs CFA entre l'endroit où il m'a pris là et où je vais, parce que la cassette est impeccable. Parce qu'il sait qu'avec cette cassette-là, il y aura des courses. Donc, en fait, c'est les taximans qui me payaient. C'est pas moi qui paye les taximans. Voilà. Juste avec, il y avait la pub et tout le reste dans la cassette. Donc, voilà. Et ça veut dire que là, on se déporte fast forward. Les années 90, on a passé les vinyles. On a passé les cassettes. Les CD vont arriver. Il y a tout ce qui est... je ne sais même pas comment ça s'appelait là. Il y avait des écouteurs que les gens avaient. MP3, les MP3. Voilà, les MP3, le format MP3. Donc, on est en full digitalisation et l'industrie même du disque et de la culture en général, ça veut dire au-delà du disque, le livre, le film, arrive à une forme de crise à laquelle répondent des personnages innovants comme Apple. Toi, partant du Gabon, comment se passe cette mutation pour toi là et comment tu t'adaptes aux nouveaux écosystèmes auxquels tu es confronté? Écosystème culturel parce que tu quittes l'Afrique, mais écosystème sur le plan technologique aussi. Et ça, c'est une très bonne question. Donc, déjà, quand j'arrive aux États-Unis, donc j'arrive dans une ville qu'on appelle Greensboro, North Carolina. Et quand j'arrive aux États-Unis, c'est le campus, hein, c'est les jeunes et tout le reste. Et on nous invite à une soirée. Et donc, on va à cette soirée-là. Et comme d'habitude, quand je vais à une soirée, je me rapproche toujours du DJ pour voir comment il mixe et tout le reste. Et ce DJ-là, il s'appelait DJ Antoine. Il s'appelait Antoine Love. Donc, on disait en anglais Twan Love, DJ Twan Love. Alors, on parle de 99. Hein. Et donc, à l'époque, je ne parlais pas bien anglais, mais je sais mixer. Donc, quand il mixe, je dis, écoute, moi, je suis DJ. Je viens de Paris et j'ai aussi vécu en France, je suis allé à Abidjan. Ah bon, okay. Est-ce que tu peux me donner 10 minutes? Il me regarde. Ok, pourquoi pas. Je prends les platines, je gaspille, comme on dit au pays, dans le bon terme. Donc les gens crient, ils sont étonnés et tout le reste. Et autre chose que je ne fais pas aussi, je rappais aussi à l'époque. Donc je fais un freestyle en français. Donc les gens n'ont jamais entendu ça en fait sur le campus. Ils disent mais c'est pas possible, c'est qui le mec et tout le reste. Donc déjà c'est en fait pour voir si
mon skill set que j'avais au Gabon, que j'avais en France, que j'avais en Côte d'Ivoire, que je suis dans les boîtes de nuit à l'époque, est-ce que j'ai le niveau aux États-Unis? Et donc, direct, c'est un test en fait. J'ai dit, ah, donc c'est un niveau. Et je me rends compte en fait que, pour parler de prestations, à l'époque, on nous payait, vraiment, à l'époque, on l'a fait, on payait 100 000 francs CFA par soirée. À l'époque déjà. Donc 200 dollars. Donc, je ne savais pas combien. Je savais déjà que les fonds flex, on les payait cher, mais bon, les jeunes. Et ici, aux États-Unis, c'était 1000 dollars par soirée. Donc 500 000 francs CFA, ou 600 000, je ne sais pas. J'ai mis 1000 dollars. Mais si je fais donc 2 soirées par week-end, je n'ai pas besoin de travailler, ça c'est terminé. Donc, je voyais déjà en fait le système. Mais il y avait aussi le système de mixtape qu'on vendait. Ici, maintenant, c'est des CD. Donc, il faut que je trouve un moyen en fait pour mixer et éventuellement vendre en fait les CD en fait. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis j'ai commencé bien entendu à vendre les CD. Mais là, cette fois-ci, fast forward à cause du temps, là je suis maintenant à Atlanta. Et j'ai trouvé en fait un endroit à Atlanta qu'on appelle Buckhead. Ceux qui sont à Atlanta se souviennent à l'époque, hein, ça fait vraiment longtemps. Donc à Buckhead en fait, il y avait une rue où il n'y avait que des boîtes de nuit et tout le reste. Et donc à ce niveau-là en fait, je me suis dit mais tout ce dont j'ai besoin de faire, c'est me balader avec des CD et demander aux gens qui écoutent déjà la musique de mettre mon CD. S'ils aiment le CD, qu'ils achètent mon CD sur place. Donc à l'époque, j'ai commencé déjà à vendre mon CD maintenant dans les rues d'Atlanta à 10 dollars l'unité. Donc voilà, j'ai fait beaucoup d'argent aussi comme ça. Et on voit en fait qu'il y a un transfert entre déjà le hustle, la débrouillardise qui se manifestait à Libreville, Gabon, toujours dans une logique de hip-hop. Tu arrives à Atlanta et comme je le mentionnais, on voit en fait que tout ton parcours se superpose à un fort moment de révolution sur le plan des technologies. À un moment, la distribution ne va plus être en physique nécessairement. On va voir comment, début des années 2000, on arrive à quelque chose qui passe par Internet, le Web 1, Web 2, et puis Web 3 maintenant avec justement non plus une distribution à portée organique avec des gens qui cliquent, mais quelque chose de différent. Fast forward. Si tu avais à passer de ton arrivée aux États-Unis au moment où tu proposes les 12 piliers, qu'est-ce qui te motive et quels sont les éléments que tu aimerais, que tu retiens de cette période qui ont été fondateurs? Ok, donc à cette époque-là, je commence, on parle de 2002-2003, je commence à aller à l'église. Donc mon église, c'est World Changer Church International. À l'époque, hein, c'est un pied dans le monde, un pied dehors. Tu vois, donc je vais à l'église, mais je suis pas trop sérieux. Donc ce qui se passe en fait, c'est qu'à un moment donné, vers 2003, il y a une nouvelle loi qui sort et que ça devient en fait interdit aux DJ de vendre des CD. Alors que je commençais à avoir une clientèle, je me dis mais c'est pas possible. Mon business est foutu. Je peux plus vendre des CD, donc il y a une loi. Maintenant, non, je peux plus vendre des CD. Les DJ doivent être maintenant signés avec des labels pour vendre les mixtapes. Donc c'est à l'époque de DJ Clou, Funk Flex, pour ceux qui connaissent, où eux, ils faisaient vraiment, mais ils vendaient énormément. Je dis mais ça c'est quel label qui va me signer maintenant pour faire les DJ? Ça c'est pas possible ça. Et à l'époque déjà, je savais que bon, il faut que j'arrête d'aller en boîte, je suis maintenant à l'église et tout le reste, il faut que j'arrête. Et donc ce que je commence à faire en fait quand je suis à l'église, le seul truc que je voyais, je me dis bon, je vais faire la traduction. C'est le seul truc que j'ai dit que je vais faire. En traduction, donc anglais, français, français, anglais. Mais mon pasteur, en fait, il a des livres. Il a des livres. Et quand je vais dans le magasin de l'église, je vois qu'il vend des CD et des DVD. Donc j'en ai là, comme ça. Là. OK? Ils vendent des CD et des DVD. Je dis, mais comment ça? Bon? Donc les pasteurs aussi peuvent vendre des CD et des DVD? Mais là, ça ne kick pas encore, en fait. Et éventuellement, donc là, on est en 2004, hein, maintenant. 2003-2004. Et donc, éventuellement, maintenant, je commence à me dire, bon, il faut que je change de système, en fait. Faut que je change, il faut que je fasse autre chose. Et je me dis, bon, il faut absolument que je change de business, maintenant, c'est Internet. Et donc, je suis allé voir un monsieur, j'ai dit, s'il te plaît, j'ai un business, je pense que je peux vendre l'information sur Internet, je vais faire du live streaming. Donc, ça commençait, il y avait quelques personnes qui faisaient du live streaming, hein, 2004-2005. Et le gars me dit carrément, écoute, pour faire ton
ton site internet, ça va te coûter 5 000 dollars. J'ai combien? 5 000 dollars pour un site internet. Il dit, ouais, 5 000. J'étais On est en quelle découragé. année? Non, non, 2004. Je suis énervé. Je dis, mais comment il ose me dire ça? 5 000 dollars. Donc, je me fâche et je vais donc à l'église. Hein, il y a beaucoup de choses à l'église. Il y avait un endroit où tu peux utiliser ton ordinateur gratuit pendant l'heure du lunch. On appelait ça le KRS Center. Donc, j'ai changé. Donc, on avait une heure de lunch. Donc, j'ai passé mon une heure. Donc, c'est maintenant, je mangeais 10 minutes et 50 minutes, je vais sur l'ordinateur. Pour ceux qui sont maintenant spirituels, je commence à prier. Seigneur Jésus-Christ, montre-moi comment créer un site internet. Donc, je fais des recherches. Pour ceux qui connaissent en fait la puissance de l'esprit, je commence à prier en langue. Romba, kata, charambo, kototo. Seigneur, montre-moi comment faire un site internet. J'en ai marre de cette affaire-là. Et donc, je fouille, je touche par-ci. Et en fouillant, je trouve des sites, on me montre des trucs. Et au bout de peut-être, je sais pas, 3 mois, 4 mois, je commence en fait un peu à connaître le système et je commence à créer mes propres sites internet. Je fais des erreurs, ça marche, j'apprends à coder, je m'apprends moi-même à faire JavaScript, HTML. J'apprends tout ça pendant mon lunch break de 45 minutes tous les jours. Parce qu'à l'époque, je n'ai pas d'ordinateur. Et éventuellement, j'arrive au niveau où je sais maintenant comment faire un site internet. Donc, au lieu de vendre des mixtapes, je commence à dire aux gens, comme moi, on m'a dit 5000, je dis aux gens, hey, je peux te montrer comment faire, je peux te faire un site internet, mais moi, je te le fais seulement pour 1000 dollars. J'ai commencé à avoir des clients. 1000 dollars, 1000 dollars, 1000 dollars. Après, je suivais une femme qu'on appelle Linda, donc Linda avec Y, linda.com, qui commençait en fait à faire des cours en ligne à l'époque. Je dis, ah bon, on peut faire des cours en ligne? Je dis, mais donc si moi, je trouve un moyen d'enregistrer l'écran et comment faire le site internet, je peux montrer aux gens comment faire le site internet. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'école. Et moi, on peut me payer maintenant, au lieu qui paye 1000 dollars, il paye 500 dollars à l'infini, mais je vais me faire un sérieux pognon. Donc, je change le game. Je dis, bon, maintenant, je fais plus de site internet pour les gens, mais je vais vous montrer comment faire vos propres sites. Vous payez seulement 500 dollars au lieu d'aller à l'école pendant 2 ans ou 3 ans pour un web designer. Je peux vous montrer comment faire ça très rapidement. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait, et tout le reste, bref. Mais long story short, maintenant, je vendais des sites internet. Et j'ai commencé en fait à aider certains pasteurs. J'allais avec eux, la caméra et tout le reste, filmer leur événement. Je me rends compte, mais ces pasteurs-là, ils n'ont pas de site internet. Ils n'arrivent pas à vendre leurs CD et leurs DVD. Et Internet commençait à arriver. Je dis, mais je peux faire tout ça, moi. Je ne suis pas seulement un caméraman. Donc, au lieu de porter des t-shirts noirs, je commençais maintenant à mettre des vestes. Donc, je suis en veste avec avec ma caméra. Et j'allais le voir, mais mon Dieu, qu'est-ce que vous faites en veste avec la caméra et tout? Vos employés ne sont pas venus? Je dis, non, je ne suis pas seulement un caméraman. J'ai ma compagnie de médias. Et c'est comme ça que je commençais à vendre des services et tout le reste. Donc, c'est un peu... Voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé. Et après, je me suis dit, mais moi, je peux parler comme ces gars-là. Donc, non seulement je filmais maintenant, je suis devenu un conférencier et enseigner ce que je suis en train de te dire en ce moment, en fait. Comment ne pas juste compter sur les élites. Donc, je savais maintenant comment créer des CD. Donc, voilà, déjà des clients de l'époque. Ça, c'est quelque chose que j'ai créé pour des clients. Et donc, voilà, maintenant, je faisais maintenant ce genre de choses-là. Et ça commençait à prendre de l'ampleur. Et à cette époque-là, il y avait les podcasts qui commençaient en 2005-2006. Donc les podcasts étaient seulement sur Apple Store. Et donc les gens ne savaient pas comment... Oui. Permets que je t'interroge. Ouais. C'est pour moi Ouais. l'occasion aussi de permettre à ceux qui écoutent de récapituler. Parce que là, tu nous as fait passer, c'est un bond. On est passé d'une révolution sur le plan technologique, dans le système de distribution, l'entrepreneuriat, à un saut quantique qui se réalise par le détour de la foi. Donc, je vais prendre un petit temps à faire comme une chronique pour up-to-date. Yes. Tous ceux qui peuvent ne pas être sensibles à ça. Et donc, comme tu vois, on a une trame qu'on suit en termes de temps. On a commencé dans les années 90, l'arrivée du hip-hop au Gabon, et simultanément les transformations, les mutations sur le plan des médias qui font que la distribution des productions culturelles se fait différemment. Mais là, tu as introduit quelque chose qui fonde
l'entrepreneuriat que tu as dans la foi. Et j'aimerais donc rappeler quelque chose, c'est que World Changer, Yes. c'est une pensée qui peut être ramenée et affiliée à Kenneth Hagin. Et au-delà de ça, au réveil d'Azusa, comme tu aimes à le dire souvent, réveil d'Azusa, on est en 1906, le 9 avril. Le Saint-Esprit arrive, la glossolalie, le parler en langue, va redevenir une norme nouvelle. La rupture avec les élites, comme le fait de se tourner vers quelqu'un pour qu'il ait la solution, va être introduite de la même manière qu'à l'époque de Martin Luther en Allemagne. Voilà. Et bien, il y avait une rupture avec l'Église catholique. On voit qu'Azusa va introduire cela aussi. La réformation, les réformes. Voilà, les réformes, voilà. Et donc, le réveil d'Azusa arrive et j'ai l'impression que dans ta démarche d'entrepreneuriat, quand tu parles justement de démocratiser les moyens de produire, les moyens de diffuser, les moyens comme tu as dit, de partir de l'individu vers son public, vers sa communauté, il y a un peu des choses qui sont inspirées de ce réveil-là, tout autant que de la démarche de Martin Luther King, les mouvements, les droits civiques, et donc, en fait, qu'on peut voir chez des pasteurs tels que le pasteur Creflo Dollar ou le PP Ivan Castanou. Toi pour toi, est-ce que tu mets une connexion entre justement la volonté de se déployer que la foi promeut là et la façon dont ta culture urbaine hip-hop était aussi là pour pousser les gens à sortir le meilleur de eux-mêmes? Impeccable, non, mais tout à fait. C'est pour ça justement que le nom de mon site internet, c'est reformationleadership.com/French, dont il y a une page en français. Mais c'est ça, en fait, pourquoi? Parce que c'est extrêmement important. Parce qu'à un moment donné, en fait, il te faut un purpose, un objectif, c'est ça en français? Oui, oui. Un objectif divin qui va te permettre, en fait, d'aller au-delà de certaines limitations de pensée, matériel et tout le reste. Donc, à chaque fois, tu peux sentir, en fait, le courage dans moi qui dit, bon, moi, je vais faire ça. Bon, le courage vient de Dieu. Mais il n'y a pas de courage sans action. Et il n'y a pas d'action sans révélation. Il n'y a pas de révélation sans information. Donc, en fait, il faut d'abord t'informer sur quelque chose, savoir, quand tu as l'information, cette information, en fait, se transforme en confirmation. Et cette confirmation te pousse, en fait, à poser des actions. Ces actions se transforment en expérience. Et cette expérience, en fait, devient une révélation. Donc, la révélation n'est pas instantanée. La foi n'est pas instantanée. Donc, il y a un procédé, en fait, à suivre. Il faut poser les actions et te plonger dans un milieu. Dans toutes ces années-là, pendant ces années-là, je n'ai pas de télévision. Je suis à fond, en fait. je suis à fond. Ah oui, je suis à fond. Donc, tu ne peux pas, en fait, développer ce genre de compétences, de leadership, que ce soit intellectuel, spirituel et tout le reste. Parce que là, je ne parle même pas des combats. J'ai dû traverser des combats pour faire tout ça. Donc, il faut absolument que tu puisses être spirituellement fort, intellectuellement compétent et avoir développé la discipline et avoir la vision et la clarté qui te permet de savoir où tu poses les pas, en fait, où est-ce que tu vas et te positionner et avoir la force de te dire et le discernement de dire, bon, maintenant je fais ça. Bon, maintenant je fais ceci. Maintenant je fais cela. La raison pour laquelle on fait cette interview, parce qu'il y a 10 ans, justement, j'ai sorti les 12 secrets pour construire ton business sur Internet. Parce que quand finalement, entre 2008 et tout le reste, j'ai fait les podcasts en anglais et tout le reste, et quand j'arrive maintenant au monde francophone en 2015, il n'y a pas, à ce moment-là, il n'y a pas de coach francophone qui parle de Dieu et de business sur Internet, qui font des conférences, quoi que ce soit. À l'époque, tout le monde est sur Skype. Donc, tu es coach, mais tu es sur Skype. Tu es sur Skype, il y avait un tout petit peu Periscope à l'époque, et ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas... Donc, les gens étaient là. Mais moi, je fais des lives sur Facebook depuis 2010, parce que je suis technique. Donc, c'est encore autre chose. Mais là, à ce moment-là, je trouve, en fait,
des gens qui sont extrêmement talentueux, mais qui n'ont pas la capacité en fait d'exprimer ou bien de monétiser ou de distribuer leur talent au-delà en fait de l'endroit géographique qui sont donc la plupart étaient en France et au Cameroun. Ils savent pas en fait qu'ils peuvent aller au-delà en fait dans toute la diaspora francophone. Donc c'est à ce moment-là en fait que les 12 secrets naissent. Mais donc tout ce qu'on a dit là, les 20-25 premières minutes, c'est en fait pour que les gens comprennent en fait d'où ça vient. Donc l'entrepreneuriat, je pense pas que ce soit possible pour tout le monde. Ok. Je pense qu'il faut avoir une certaine compétence pour le faire, mais tout le monde peut le faire. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit le faire. Voilà, donc c'est un peu... J'avais ça en fait. J'ai trouvé ça très très riche, ces 20-25 minutes là. Et avant que de pousser plus en avant sur la pertinence des 12 secrets au moment où ils arrivent, parce que les gens sont dans un monde, je suppose, qui leur est nouveau. On a vu qu'il y a eu des changements du vinyle à la cassette au CD, le CD au... Comment tu appelles ça? MP3. MP3, voilà, iPod. MP3. Non, je me souviens que pour ma fille, pour mes filles, j'avais pris des MP3 2004, mais je me disais que c'était un jouet, tu vois. Mais en fait, c'était le prochain monde qui était en place. Donc, ça veut dire que plusieurs personnes qui avaient de la distribution à faire, qui avaient leurs livres, leurs vinyles, leurs choses à transformer, avaient besoin d'être accompagnées lorsque les structures formelles d'enseignement et même d'information ne diffusaient pas ce genre de données. Mais moi, je voudrais que tu nous ramènes à toujours cette soif de l'entrepreneuriat. Quelqu'un de 12, 13, 14 ans, même connecté à cette culture urbaine qui est le hip-hop, qui encourage l'entrepreneuriat, la débrouillardise justement pour s'élever. C'est vrai que tu es confronté à ça longtemps avant d'être emmené à cette école du leadership que représente l'Église comme espace de transformation sociale. Hein. Exactement. Mais toi, dans ta famille, dans qui tu es, dans ta fabrication depuis l'enfance, est-ce qu'il y a d'autres sources qui fondent le désir justement de devenir plus que ce que tu avais, plus que ce que tu étais? Mais oui, donc en fait, bien entendu, c'est mon père en fait qui était en fait syndic judiciaire. Donc syndic judiciaire, c'est une personne qui rachète les compagnies qui ont fait faillite, qui les restructure et qui les revend. Il le faisait mondialement. Et donc j'ai eu l'occasion en fait d'assister pour très rarement en fait à certains conseils d'administration. Il me dit écoute Darcy, viens assieds-toi là, ne dis rien, reste juste assis. Donc j'étais exposé à ce genre de choses-là. Il y avait un magazine à l'époque qui s'appelait L'événement du jeudi. Donc à l'époque, je lisais déjà des histoires sur George Soros. On parle de 89, 88. Où je lis, c'est qui George Soros? C'est qui ce monsieur-là et tout? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a plus d'argent? On dit, oh, c'est lui qui dirige en fait la hausse et la baisse du dollar. Donc j'ai toujours été un peu curieux sur ce qui se passe à Wall Street. C'est quoi Wall Street? À l'époque, on les appelait les Golden Boys. Il n'y avait pas encore les plateformes de trading. Donc, c'était sur le floor de Wall Street. Il manageait. Je dis, ah, mais non, un jour, quand même, il faut que je m'intéresse à ce genre de choses-là. Donc, j'ai toujours été exposé à ce genre de choses-là. Je me suis toujours dit, bon, que je ne savais pas comment, mais éventuellement, je serais entrepreneur. Et voilà. Donc, mon père, je le voyais, en fait, opérer, bien entendu. Et ça veut dire que, donc, avant d'être aux États-Unis, dans l'environnement où, justement, tu vas être au contact de tout ce qui est l'héritage de Azusa, avec William Seymour, Charles Parham avant lui, les Kenneth Hagin après, Kenneth Copeland, Robert, T.D. Jakes, Creflo Dollar. Je sais que tu en parles volontiers en général. Yeah. Miles Monroe aussi, pour qui j'ai traduit. Ouais. Et puis, souvent, tu parles justement du fondateur principal des églises ICC, même s'ils sont deux, le PP, le pasteur Ivan et le pasteur Yves Castanou. Comment toutes ces figures-là, justement, font un écho à la figure de ton père, entrepreneur, de première heure, justement, dans ta construction et dans ce que tu vas devenir à partir de là? Mais d'abord, un gros clin d'œil à ICC, que les gens soient d'accord avec eux ou pas, ils ont fait un travail, et continuent de faire un travail extraordinaire. Les gens ne se souviennent pas de ICC, moi je me souviens de ICC, à l'époque ils avaient des CD là,
j'appelle une confession, ça peut s'appeler Amour, quelque chose, des CD qui passaient partout dans des CD de confession. Même ça, c'était révolutionnaire. Prions ensemble. Voilà, prions ensemble. Pour moi, c'est une révolution. Pourquoi? Parce que ce sont des CD qui ont été distribués partout, dupliqués dans les marchés, partout et tout. Et c'était un peu comme ce que Kanguka, plus tard, en fait, a fait avec WhatsApp. Et donc, c'est des choses qu'on ne peut pas ignorer. Ils étaient jeunes. Ils avaient pas, je ne pense pas qu'ils avaient plus de 25 ans à l'époque quand ils ont commencé ICC et tout le reste. Et donc, que ce soit ces deux frères jumeaux qui ont le courage dans un monde francophone qui, moi, personnellement, on ne pensait pas que ça pouvait marcher dans le monde francophone. C'est en fait enseigner en fait, sous l'autorité du chrétien. Certaines personnes pensaient que c'était la motivation, alors que c'est des enseignements en fait bibliques qui ont transformé en fait et en fait en France, qui est le cœur en fait de la diaspora francophone, donc ils ont fait un travail extraordinaire. Et donc moi à l'époque, ce qui me rapproche de l'ICC, c'est que je me rends compte que c'est les ICC, les membres d'ICC à l'époque, donc on parle de 2014, 2015, 2016, c'est les seuls chrétiens qui sont capables de comprendre mon message parce que ils ont eu un message comme quoi il faut faire quelque chose au-delà du salut. Parce qu'à l'époque, écoute, une fois que tu as été sauvé, tu attends le jour où on te rappelle au paradis, c'est tout. Tu viens seulement, il y avait d'autres religions où c'était les longues robes et tout le reste, mais eux qui disaient en fait de façon, qui ont enseigné dans le monde francophone en fait un gospel pragmatique. Que écoute, quand tu pries, il faut avoir du boulot, il faut être excellent. Donc l'excellence a été vraiment introduite, que les gens le veuillent ou non, de façon qui a été vulgarisée, disons, pas introduite, mais vulgarisée dans le monde francophone avec ICC. Donc, et à cette époque-là, justement, il y a leur directeur à l'époque qui s'appelait Blaise, à qui j'ai pu échanger en 2012 à l'époque, qui faisait déjà des efforts pour mettre déjà plusieurs choses sur Internet. Donc comme maintenant finalement je fais ma première conférence en mai 2016 dont tu as assisté, oui, à Paris, le principe que de la façon dont j'ai été éduqué spirituellement, je suis allé voir le pasteur Yvan Castano. Juste pour lui dire bonjour, lui dire merci, voilà, avec un geste symbolique, voilà, une offrande symbolique. Vous venez lui dire non, merci des enseignements. Moi, j'étais surpris qu'il me connaissait déjà. Il dit non, moi je suis tes vidéos. Ah, ok, je savais pas. Et donc, c'est quand je commence à voyager, en fait, que les gens m'arrêtent dans la rue, dans le monde entier, qu'ils suivent mes vidéos. Je dis, mais non, cette affaire la marche pour de vrai. Ok. Et un peu avant, pour revenir un peu avant maintenant, dans ce que tu dis, bon, bien sûr, dans mon église, mon pasteur, lui, voilà, ouvertement, il nous pousse à ouvrir des entreprises, à s'en sortir et à s'affirmer sur le marketplace, qu'on appelle en anglais le market ministry. Donc, en fait, il y a une transparence au niveau des offrandes, où il nous montre, en fait, ce qu'il fait avec les offrandes. Il dit, bon, voilà, on donne tant à certaines églises, on donne tant en nourriture, on donne tant, et on se rend compte que, mais il n'y a rien pour lui, en fait. Et il dit, non, moi, j'ai mes affaires. Donc, lui, il ne prend pas de salaire de l'église depuis presque 30 ans. Donc, je dis, mais donc, tu vis comment? Nous, on pensait qu'il n'y a rien de mal, hein, si un pasteur prend un salaire. Il dit non, moi, je voulais en fait dépendre vraiment de Dieu à 100%. Et donc, je demandais à Dieu de me bénir et me donner la sagesse et les stratégies pour ouvrir des business. Et donc, en fait, le revenu de l'église n'a rien à voir avec ce que lui est là. C'est juste pour faire tourner les églises. Et bien entendu, quelque chose que je veux préciser rapidement, le staff de l'église, il y a 500 employés payés et c'est à peu près 2 millions de dollars par mois qui payent pour les salariés. Donc ça, c'est très important, en fait, à savoir que c'est vraiment, il y a des directeurs, il y a plus de 62 départements et plusieurs bureaux dans le monde entier, jusqu'en Inde et en Afrique du Sud. C'est très important. Vraiment, je te remercie parce que, tu vois, j'ai commencé l'interview sans savoir exactement où j'allais aller, mais tes réponses structurent et posent les jalons de notre conversation. Et on voit donc que j'ai commencé par les années 90, où la culture ambiante était une culture hip-hop. Mais cette culture hip-hop est elle-même le fruit de révolution sociale et de volonté justement d'accéder à plus de
pouvoir économique et social dans des communautés afro-descendantes à la fin des années 60. Fin des Voilà. années 60, on sait que Malcolm X a été assassiné en 65, Martin Luther King sera assassiné en 68, et il va y avoir des émeutes à Los Angeles et dans d'autres villes. Mais début des années 70, les gangs prennent le relais justement de ce que les Black Panthers avaient initié, c'est-à-dire se faire des espaces pour protéger les jeunes, les accompagner, et ils ont été en fait détruits, décimés par la drogue et par l'incarcération de masse. Je passe cette période pour dire qu'une culture est née là pour justement développer plus de sens identitaire derrière lequel un leadership communautaire pouvait se faire. Mais en réalité, cette culture sort aussi de tout ce qui est mouvement spirituel et religieux. Je vais parler Nation of Islam pour ce qui est de Malcolm X, mais je vais me concentrer plus sur Ebenezer Baptist Church avec Martin Luther King. Qui est toujours là à Atlanta en ce moment, yeah. Voilà. Et que comme à l'instar de Azusa Street, c'est un lieu d'où est parti quelque chose d'extrêmement fort, un réveil extrêmement fort par la personne de Martin Luther King et ce qu'il représente. On a vu qu'il y avait une rupture avec les institutions, une rupture avec ceux qui se présentent comme les majors et ceux qui doivent diriger et instruire. Et là, je switch du spirituel et du politique vers le culturel et l'entrepreneuriat pour dire que le soutien de ces justement organisations qui sont ecclésiastiques au départ, c'est aussi une culture business adaptée en son temps. En 2015, quels sont les besoins, tout autant pour le monde de la culture, comme on a vu le hip-hop, que celui justement des églises, et comment tu fais le lien entre les deux de là où tu te tiens? Mais je suis en train de... Bon, je ne peux pas me déplacer, mais bon. Là, je suis en train de voir, là, il y a une bibliothèque juste derrière et là. Mais, insert. Après, tu inséreras. Voilà, mais je vois par exemple le livre de Miles Monroe. Donc moi, j'ai vu Miles Monroe en direct venir enseigner à World Changer Church International, et je voyais comment il vendait ses livres devant moi. C'est en fait, il vient, il dit bon, j'ai pas le temps, mais voilà, j'ai des livres et tout, j'ai 3, 4, 5 livres. Après, il y avait aussi des formations qu'il faisait. J'ai vu John Maxwell en 2003 venir enseigner à mon église. Je traduisais en fait pour lui. Leadership, comment il a construit ce que les gens voient aujourd'hui. John Maxwell, les gens ne savent pas, mais John Maxwell était pasteur pendant 25 ans d'abord. Donc c'est un pasteur à la retraite qui fait ce qu'il fait aujourd'hui. Donc John Maxwell était pasteur pendant 25 ans, beaucoup de gens ne savent pas. Et donc, j'ai vu tout ça, j'ai dit mais attends, mais c'est possible en fait. Donc je vois mon pasteur qui vend aussi ses livres, qui vend ses CD, ses DVD. Je traduis pour Bishop T.D. Jakes à Megafest, qui était le premier événement qui mélangeait en fait l'église avec le marketplace et le monde de l'entertainment à Atlanta, qui a réuni plus de 200 000 personnes en 3 jours. À l'époque, hein, on parle de 2004. Et quand il dit en fait aux gens mais que pour créer Megafest, ça a été dit publiquement, il a dépensé 30 millions de dollars. Donc les 30 millions de dollars sont venus d'où? Parce que T.D. Jakes a T.D. Jakes Enterprises, qui fait bien plus d'argent que les offrandes qu'il reçoit en fait 2 fois par semaine à Porterhouse. Donc ça, c'est très important à savoir. Une parenthèse, pour toi, est-ce qu'on ferait une analogie entre World Changer aux États-Unis et ICC en France et dans la francophonie? Non, parce que ICC est resté concentré sur la multiplication en fait d'églises, alors que World Changer, il a eu des églises satellites à un moment, mais c'était pas ça l'objectif. Mais par contre, il touchait près de 1 milliard de personnes à travers les médias, en payant en fait 3 millions de dollars par mois pendant des années pour toucher 1 milliard de personnes, et le broadcast qui était traduit en 14 langues dans le monde. Donc tu vois un peu l'approche. On peut dire qu'il y a la notion d'excellence économique qui est présente chez les deux. Oui, sur ça, oui, sur cet la aspect-là. transformation individuelle par la parole et la foi, et le leadership global. Leadership global, ouais, ça on peut. Okay. Maintenant, la différence, bien entendu, il faut tenir compte en fait des cultures. Donc, il y a la culture francophone et la culture américaine qui n'a rien à voir. Où le pasteur de là, pendant longtemps, là, il est plus sur la grâce depuis 2015, nous a encouragé à créer nos propres entreprises, justement parce que notre église, les églises
qui ne viennent pas de grosses institutions ne reçoivent aucune aide du gouvernement. Donc, ils doivent créer... Denominational. Voilà, donc ils ne reçoivent aucune aide, aucune subvention du gouvernement, donc ils doivent créer leur propre économie. Donc ça on nous inclut ça très rapidement. Ne comptez pas sur les aides et tout. Créez vos propres aides avec la foi, être pragmatique, renseignez-vous de comment faire un business, comment créer sa société, comment payer les impôts, comment aller dans le marketplace, pourquoi développer le marketing. Et en fait, maintenant, il nous pousse en fait à aller en fait en profondeur dans ce genre de choses-là. Donc, ce n'est pas qu'est-ce que le gouvernement va faire pour moi. Et ça, c'est très, très, très important. Voilà. C'est là où je voulais en venir. Même si on ne peut pas donc plaquer le modèle américain sur l'espace francophone, il y a une influence de World Changer qui est présente dans ton intervention de 2016. Moi, je ne m'en rendais pas compte. Et j'étais conscient de ce que, vu de France, on a peur du communautarisme parce qu'on y voit un risque de séparatisme et d'extrémisme, en fait, de repli sur soi. Toi, tu dis c'est une opportunité d'utiliser les communautés, non pas comme une clôture refermée sur soi, mais comme justement un réseau de distribution. Et c'est ce qui nous ramène à ce que tu faisais déjà à l'époque en tant que DJ. C'est utiliser le réseau. Quels sont les outils que tu proposais en 2016? Parce que est-ce que tu penses aujourd'hui que ça reste important pour les dénominations, les églises en France, même si elles sont aidées en tant qu'association, de se saisir de ce leadership économique-là? Oui, bien sûr. De toute façon, je pense que je vais parler de deux personnes que je vois faire des choses, que je ne connais pas personnellement. Mais il y a une personne à qui j'ai interagi un peu. Donc, c'est un Nekao officiel. Je pense qu'ils sont sur Instagram. Je ne sais pas si tu les connais. Je vois, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire en 3 ans. Philippe Simo qui a fait un travail extraordinaire en moins de 7 ans. Donc, je pense que déjà, juste pour citer rien que ces deux-là, je pense qu'il faut un travail extraordinaire. Je note que, vraiment, reprends là où tu es pour les deux, mais on switch. Ce n'est pas de hip-hop dont on parle, ce n'est pas d'église dont on parle, c'est d'entrepreneuriat. Oui, mais l'objectif... Oui, mais justement, mais ils sont tous liés en fait. Parce que l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de partir de rien à quelque chose. C'est from nothing to something. C'est ça le système. From scratch. C'est ça, non? C'est ça le système. Ok, donc c'est créer quelque chose à partir de rien. Et moi, j'ai documenté que j'ai créé ma compagnie, Trillium Media, avec $10. Donc j'ai pris un CD, j'ai un petit dédicace à mon ami Christian Aongé. J'ai pris un CD $10 et il voulait le CD. J'ai dit non, mon ami, tu seras le premier client entre les médias. C'est en 2007. J'ai dit le CD, c'est $10. Il dit, tu es sérieux? Oui, parce que je vais t'utiliser dans mon histoire plus tard. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a donné les $10. Je suis allé acheter 10 CD. J'ai dupliqué ces 10 CD-là avec les $10 qu'il m'a donné. Donc, je n'ai pas touché l'argent. Je suis allé réinvestir dans mon business et j'ai créé 10 autres CD que j'ai vendus encore à $10. Moi, je passais de $10 à $100. Donc, j'ai fait $90 de profit et j'ai fait cela jusqu'à ce que j'ai vendu plus de 800 CD de façon indépendante moi-même. Donc, je fais $8,000 from scratch, pour de vrai. C'est intéressant parce que de Kenneth Hagin, il y a une phrase qui était « Name it and claim it ». Tu appelles la manifestation, ce qui n'est pas comme si ça l'était. Et on voit qu'il y a toute la génération de Kenneth Copeland, Fred Price, Jerry Savelle, et qui justement ont infusé directement dans le mouvement World Changers. Mais toi, comment est-ce que tu insères cela dans la technologie changeante du milieu des années 2000 et 2010? Bon, rapidement pour revenir au titan que tu as cité là, j'ai la grâce de traduire toutes les personnes que tu as citées là, de Kenneth Copeland à Jerry Savelle, Jesse Duplantis, Apostle Casey Price, qui est très proche en fait du pasteur de la famille, et qui lui rapidement, par des médias, a été attaqué par les médias au début des années 2000, comme quoi c'était un faux pasteur qui volait l'argent des fidèles. Il a attaqué une société, je ne vais pas dire le nom, et il a gagné. Donc c'était faux. C'était faux. C'était faux. Il a gagné. Et c'est pour ça que je disais des fois, en fait, que je ne veux pas faire une polémique, mais que si on attaque le caractère d'une personne,
souvent les chrétiens disent, oh mais Jésus va me protéger, Jésus je ne dis rien, Jésus je ne dis rien. Mais non, mais si on attaque ton caractère et que tu as les preuves, il faut montrer les preuves que tu ne fais rien. Lui, il a gagné en fait. Et donc voilà, après ce qu'est-ce qui se passe. Mais pour revenir, j'ai traduit plusieurs fois pour lui, j'ai acheté ses livres, et en fait c'est une combinaison des livres de Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Pastor Dollar, T.D. Jakes, Miles Monroe, que j'ai lus, ont eu plus d'impact dans ma vie que Think and Grow Rich de Napoléon Hill. Parce que quand tu lis maintenant le livre de Napoléon Hill, on dirait qu'il a plagiat, même si le livre est sorti avant. Mais tous les principes dont il parle sont des principes bibliques. Jim Rohn, qui est le mentor de Tony Robbins, c'est un chrétien et c'était le meilleur ami. Il était ami avec, comment je vais son nom, celui qui dit, oh là là, ça me reviendra. Mais Jim Rohn, c'est un chrétien. Donc s'il n'y a pas Jim Rohn, il n'y a pas Tony Robbins. Tony Robbins, c'est le coach des coachs. Ok. Donc voilà, en fait, tout ça. Et donc, moi aussi, j'ai l'occasion d'aller assister à certains événements de Tony Robbins et de Brandon Bouchard, qui est le post-child sur la monétisation du contenu aux États-Unis. Et qui est après Gary Vaynerchuk, Gary V, qui a amené ça à un autre niveau. Moi, j'ai connu Gary Vaynerchuk en 2011. Qu'on appelle Gary V, qui est pour moi l'apôtre Paul du marketing. C'est lui qui a changé le format. Tu vois les vidéos comme ça, là? C'est lui qui a créé ce genre de vidéos. Le format de vidéo avec son caméraman qu'on appelait D-Rock. C'est lui qui a créé, qui a vulgarisé les vidéos, en fait, verticales. Donc, tout ça, c'est important, en fait. Et il faut qu'on en parle. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Vraiment, vraiment important. Oh, attendez, on dirait que là, on a été coupé, alors. Ok, donc en fait, comme je disais, en fait, c'est très 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 important tout ça, ce qu'on disait. Mais j'ai eu l'occasion de travailler avec la plupart d'entre eux et j'ai lu leurs livres. Mais quand tu commences à lire, en fait, quand je disais, en fait, il n'y a pas de Tony Robbins sans Jim Rohn. Il y a une vidéo, je mettrai sur le lien où j'appelle en fait le coaching manifesto, où je relate en fait tout ça. Zig Ziglar, donc Zig Ziglar et Jim Rohn étaient en fait très très bons amis. Le fils de Zig Ziglar, en fait, maintenant continue en fait à avoir Ziglar Institute. Il y a plusieurs personnes en fait qui ont continué en fait ce mouvement-là, et c'est extrêmement important pour nous de comprendre en fait comment ça se passe. Et en tant qu'entrepreneur, souvent on parle des grands entrepreneurs, mais les grands entrepreneurs, tout leur truc en fait, ça vient du système. Attends un instant. De la Bible. Attends un instant. Ok, donc ce qui est vraiment important en fait, c'est que on doit comprendre exactement pourquoi il y a la corrélation en fait entre Kenneth Hagin, Jim Rohn, Zig Ziglar. Tous ceux qui lisent en fait sur le succès en fait pensent des fois qu'ils veulent séparer ce genre de choses-là. Il y a eu beaucoup de polémiques. Kenneth Hagin a fait son ministère, aucun scandale. Ne mélangez pas ceux qui mélangent. Oral Roberts, pas de problème. Kenneth Copeland, il est avec sa femme, ils ont célébré 60 ans de mariage. Donc, il ne faut pas que les gens confondent les vidéos qui ont été faites avec des gens qui ont eu des ministères vraiment impactants. Et je veux mentionner, je veux mentionner aussi que la mutation des médias, la mutation du rôle du reporter, aujourd'hui, ceux qui font le travail ne sont plus soucieux de l'éthique. S'il y avait aujourd'hui le même type de paparazzi, s'il y avait dans les années 60 le même type de paparazzi qu'on a aujourd'hui, eh bien, des personnes dont l'intégrité, que ce soit Martin Luther King, John Kennedy, Elijah Mohammed ou d'autres, en fait, auraient été attaqués. Mais je crois qu'au-delà de ça, c'est ce qu'ils nous lèguent comme instrument pour se déployer qui est important. Et je voulais te demander, tous ces géants que tu as travaillé avec, comment est-ce que ça infuse dans les 12 principes que toi tu communiques à partir de 2016, en francophonie? En 2015. En décembre 2015. Donc en fait, ce que je voulais en fait, c'était
donner le pouvoir de distribution et de monétisation de notre bagage intellectuel. OK? Donc, le bagage intellectuel, en fait, c'était vraiment important qu'on comprenne que on n'a pas besoin. Ce qui me faisait mal à l'époque, je ne vais pas citer là, il y a une maison d'édition en France qui refusait certaines histoires. Alors ça, on ne va pas vendre. Je pense qu'à un moment donné, quand on rejoint, on ne peut pas rejoindre, mais souvent, j'ai des amis qui ne comprenaient pas en fait, qui disaient, mais Darcy, pourtant tu es chrétien, mais non, mais le message en fait que vous voulez en fait donner sur la culture africaine, sur nos valeurs africaines, n'attendez pas qu'une institution le fasse pour vous. Aujourd'hui, avec la technologie, tu as la capacité de raconter ton histoire sans être édité, sans être... voilà. Donc maintenant, je vais donner le pouvoir aux gens. À l'époque, la puissance du blog, qui était encore très puissante, avant que Facebook se démocratise à peu près à la même époque, en fait. Parce que ce qui se passait, en fait, à l'époque, on prenait un blog post, on mettait le lien sur Facebook, et on partait de Facebook dans ton blog. Et maintenant, ils ont diminué, en fait. Parlant d'Ekemit, il y avait Africamat, un site très, très, très prospère, mais il semble que la transformation de ce pouvoir d'attraction-là, ce magnétisme exercé sur les personnes en quête d'information, n'a pas été transformé en monnaie sonnante et trébuchante. Je veux dire, quand tu te rappelles les années 90, tu mettais une cassette dans un autoradio d'un taxi, et puis tu avais une monétisation. L'autre, il allait en boîte et il payait à la porte. Avec la monétisation Internet, payer à la porte, c'est peut-être justement le nombre de clics, les publications qu'il introduise. Exactement. Or, c'est une infrastructure nouvelle pour beaucoup de personnes. Donc, ils peuvent avoir de la valeur qui reste une valeur captive et bloquée. C'est valable. C'est valide pour les églises, mais pour les créateurs de contenu, quels qu'ils soient aussi, que ce soit pour les artistes, les auteurs, les écrivains. Comment toi, tu les équipes en francophonie? Ok, donc en fait, ce qui est très important, donc j'ai pu constater très rapidement qu'il y avait beaucoup de choses qui ne faisaient pas à l'époque. Hein, en 2015, ils ne prenaient pas de site internet, ils ne savaient pas comment communiquer de façon effective. À l'époque, il faut savoir que les téléphones n'étaient pas aussi bons que maintenant. Mais ce qu'il faut savoir dans le timing, Periscope permettait à tout le monde en fait de faire des lives. Ok? Donc, faisait en fait des systèmes en fait où tu pouvais faire des lives avec ton téléphone. Et je disais aux gens à l'époque que Facebook va donner Facebook en fait à copier en fait cette technologie en fait à l'époque, cette fonctionnalité. C'était juste une question de programmer cela. Mais nous à l'époque, comme on était technique, il y avait un logiciel qu'on appelait OBS qui nous permettait en fait de faire des lives sur Facebook. Moi je faisais des lives avec des caméras comme professionnelles, les micros et tout le reste sur OBS à l'époque et sur YouTube à l'époque avec des systèmes. Mais les gens n'étaient pas techniques, donc ils ne pouvaient pas. Donc, ce qui s'est passé, on parle de date. En avril 2016, Facebook a annoncé que maintenant, tout le monde peut faire des lives sur son téléphone. Et ça a transformé, en fait, le système où maintenant des gens ont compris que, attends, donc je peux en fait faire mon broadcast sur mon téléphone. Et c'est là, en fait, que vous avez pu voir certaines personnes en Côte d'Ivoire, dans certains pays, ont commencé à devenir, en fait, des stars. En 2016-2017, c'était le début où les gens commençaient à dire, oh, il y a quelque chose qui se passe, en fait. Et on peut avoir des views dont je peux vendre directement, je peux, en fait, apporter certaines choses. Mais, même à cette époque-là, ils étaient juste limités aux views sur leur téléphone, pensant que les views ne t'appartiennent pas. Les views appartiennent à la plateforme. Et moi, ce que je voulais, en fait, enseigner aux gens, c'est qu'il faut, en fait, créer ton propre database. Donc, tes emails, non, emails et tout le reste, avec ce qu'on appelle un CRM, Content Relation Manager, qui est en fait la source de ton business. En fait, à l'époque, c'était le carnet d'adresse. Donc, ton carnet d'adresse maintenant de business, c'est les emails, numéro de téléphone, pays et tout le reste. Donc, ton répertoire digital qui maintenant doit être en fait avec une liste d'emails. Donc, il y a des compagnies comme Aweber et tout le reste qui te permettaient
GetResponse, System.io plus tard, qui te permettait en fait d'envoyer des emails et en fait de rester en communication avec les gens bien avant WhatsApp. Mais le problème maintenant, je vais dire, comme mon message, c'est ne comptez pas sur ces plateformes gratuites, ce n'est pas pour vous. Donc une personne dit oui, venez sur ma plateforme. Tant que c'est pas .com où c'est toi qui payes en fait l'hébergement, ce n'est pas à toi. Ils peuvent en fait à chaque fois te donner en fait un système, te dire ah t'as pas droit à ça, ah t'as pas droit à ceci, ah faut pas dire ceci, ah faut pas dire cela. Et j'ai dû aider énormément de pasteurs et d'autres personnes qui ont perdu leur page à l'époque, qui ne savaient pas quoi faire. Et donc les 12 secrets en fait te montraient comment faire pour contrecarrer cela et utiliser en fait, bien entendu, Facebook comme l'océan, mais avoir ton propre bateau. L'océan n'appartient à personne. Donc chacun doit avoir son bateau. Et donc créer en fait un bateau digital, donc ton site internet, avec certaines structures, blogging, streaming, formation en ligne, maintenant podcast, mobile app et tout le reste. Et comment gérer tout ça avec PayPal, Stripe, où tu peux faire en fait des transactions dans le monde entier, y compris l'Afrique, où tu peux en fait maintenant contrôler ton argent. Et donc on peut fermer ta page Facebook, les gens vont sur ton site internet. On coupe ta chaîne YouTube, les gens vont... Mais maintenant, ce qui s'est passé, malheureusement, les gens, on a commencé en fait à ouvrir la monétisation et les gens se sont maintenant comportés plus sur je vais vendre les views au lieu de vendre leur bagage intellectuel. Et c'est là en fait qu'il y a les 12 secrets. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui a commencé en 2022, donc moi j'ai fait des formations sur cela, super intelligence en 2020, 2021 et tout le reste, comment créer ta propre plateforme en 2020 pendant le Covid, donc qui était vraiment fort. Donc en fait, créer ton propre écosystème, exactement comme les social media, mais pour toi que tu contrôles. Et quand j'ai commencé à créer cela, les 12 secrets, ça a été vraiment la formation qui a formé énormément de personnes au monde francophone, qui eux ont formé des dizaines de milliers de personnes. Et donc, c'est à partir de là, et je me rendais compte, il n'y a pas longtemps, je me dis, mon Dieu, ça fait 10 ans. Et là, j'ai reçu la révélation, sort les 12 secrets du EA, qui sort le 21 décembre 2025, qui sont disponibles. Ils ont maintenant, en fait, c'est le même principe de business sur le reste, mais cette fois-ci avec des outils EA. Et la puissance aujourd'hui d'avoir ce qu'on appelle un EA agent, je vous avais trop vite à cause du temps, d'un EA agent qui peut produire tout ce qui se fait sur l'ordinateur. Donc, ce que je demandais en fait à l'époque aux gens, c'était de devenir un vidéo éditeur, devenir un ingénieur de son. Tout cela maintenant peut être fait par des outils EA qui peuvent le faire en plusieurs minutes. Et donc, ce que je vais faire, la formation en fait est à 2000, et je veux vraiment que tu conclues, mais la formation coûte 2500 €. Ils auront droit aux 2 formations, l'ancienne et la nouvelle, pour comprendre. Parce que les principes sont les mêmes. Et ils vont voir en fait l'évolution de la technologie, ce qui s'est passé en 10 ans. Et comment utiliser en fait AR pour se virer eux-mêmes et laisser des robots créer en fait des choses pour eux. Parce que comme tu le sais, bien entendu, depuis 2 ans, 90% des vidéos c'est AR, c'est pas moi. Mais cette fois-ci c'est moi, là c'est moi, là c'est moi. Là, c'est moi aujourd'hui. Mais d'habitude, 90% voient les rues, c'est pas moi. C'est des robots qui me ressemblent. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai plus de 80 robots qui me ressemblent dans des tenues différentes, dans un studio, dans une voiture, et c'est pas moi. Et je les ai créés tous avec certains outils, bien au-delà de ChatGPT. Donc, quand on parle de AI, aujourd'hui, les gens disent, oh, ChatGPT, oh, je connais. Ils utilisent ChatGPT comme Google. C'est pas ça. Il y a des outils AI qui peuvent vraiment t'aider à monétiser ton expertise à un autre niveau. Et donc là, en fait, je crois que ça devrait apparaître, mais il y a des liens qui vont vous permettre, en fait, d'acheter cela. Et, le bonus, je sors un papier blanc, donc une version écrite, qui va accompagner, en fait, cela, qui vient en complément, ça vient gratuit, qui viendra pour les gens qui vont, en fait, acheter cette formation le 21. Mais ce que je fais au moment où je fais cette vidéo, vous pouvez, en fait, précommander, en fait, votre formation maintenant, et le 21, vous recevrez en fait la formation dans votre email pour seulement 250 €. Yeah. Le white paper, il présentera quoi en gros? Le white paper, en fait, c'est en fait toutes les sources que je vais utiliser en fait pour créer. En fait, c'est mes notes que je vais en fait donner avec des tutoriels et tout le reste. Donc, ce sera vraiment puissant en fait. Donc, ce sera, en fait,
le white paper va vous permettre aux gens qui vont acheter la formation de pouvoir aller enseigner cela sans même mentionner mon nom s'ils ne veulent pas. Comme ils l'ont fait dans plusieurs choses. Mais voilà. D'accord, ah, d'accord. Ben écoute, moi si j'avais une image pour résumer euh, la personne que tu m'évoques, the making of Master Coach Darcy, oh, ce serait Frank Lucas. Là, ça va être, on arrive sur la fin de l'interview. Frank Lucas, pour des raisons que je vais expliquer, non pas parce qu'il y a un aspect de gangstérisme dans ta pratique, mais c'est parce qu'il faut un côté transgressif pour décider de se couper des majors, des grosses institutions, de ceux qui se positionnent comme ceux qui détiennent le pouvoir de l'information, des médias et de la production du savoir. Il faut oser. Et depuis justement le mouvement de réveil d'Azusa et toutes les missions qui sont venues en Afrique, le pentecôtisme africain avec des Oyodepo, Idaosha, on a parlé là des diasporas africaines qui sont en France, il y a un vrai besoin de s'approprier les moyens de sa propre production. Et j'ai bien aimé l'image d'un bateau qui vogue sur un océan. Par le passé, à l'intérieur de ce bateau, il y avait des esclaves et maintenant, l'idée, c'est de mener une révolution des consciences et des intelligences et de la connaissance pour pouvoir faire que ceux qui étaient auparavant oppressés par ceux qui dirigeaient les médias et la culture deviennent pilotes eux-mêmes de leur destinée. Et ça, c'est à la fois un message qu'on peut retrouver dans le hip-hop avec ses 12 joyaux, comme les Percenters les citent, mais aussi dans les mouvements de foi et dans les mouvements de développement personnel. Tu as cité Ziegler, on pourrait remonter à James Allen aussi. Bien sûr. Et pour ça, vraiment, je te remercie. C'est dire, c'est l'auto-entrepreneur, celui qui est né de la débrouillardise. Et Frank Lucas, c'est un homme de la Renaissance qui, justement, au moment des années 60, arrivait à se dire, les limites qui me sont imposées de l'extérieur, c'est à moi de les dépasser. Et on verra demain que ce qui était un trend simplement par le passé peut être une source de pouvoir. Donc, si tu avais un mot de fin à donner, un message à faire passer, qu'est-ce que ce serait? Oui, je vais faire une nuance, même si je suis flatté par système dans le machin. Je vais pas prendre la corrélation avec Frank Lucas. Frank Lucas à cause de l'aspect de la drogue. Mais je peux prendre un exemple plus connu qui est mon père, donc en fait Louis-François Akenenge Ogandaga, Évidemment. Évidemment. qui est plus palpable et pour moi qui a fait qu'il a fait avec intégrité jusqu'à la fin. Parce que ce qui se passe, bien entendu, aujourd'hui, on parle beaucoup de Sean Carter et tout le reste, ce qu'il a fait et tout le reste. C'était dans l'environnement avant Sean Carter, tu es arrivé en Caroline du Nord, Greensboro, North Carolina. Yes. Frank Lucas est un homme de Caroline du Nord. Mais Exactement. tu as raison sur un point. Notre filiation, elle est directement liée au Père. Et c'est le Fils qui révèle l'excellence du Père. Donc, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Lorsque tu ramènes aux racines de la terre-mère et de la famille qui est la tienne et qui est la nôtre en réalité aussi, eh bien, tu nous ramènes au centre de nous-mêmes. C'est clair. Et que les gens sachent aussi, j'ai oublié de le dire pour ceux qui sont en France, il faut savoir que j'ai passé une partie de mon enfance à Sarcelles. Donc c'est très important à dire. Quand on parle de quartier, je peux parler du quartier aussi, du Tiekar, ok? Sarcelles, Sobraga, Caroline du Nord, ETL, sans oublier l'armée française. C'est pour ça que... un homme changé. Voilà. Qui, marié, 20 ans, 3 enfants, avec la même femme. La raison pour laquelle je dis cela, c'est qu'à la fin de la journée, c'est très important de savoir qu'en tant qu'homme africain, la chose la plus importante pour moi, ce n'est pas les 12 secrets, les cours et tout le reste, c'est garder ma famille intacte. Et quand je dis intact, c'est-à-dire en fait être sûr que les enfants soient dans des conditions de paix, pas de prospérité. Et que leur santé mentale soit équilibrée. Et bien entendu, que je sois en accord avec mon épouse
dans ce qu'on a pu faire ensemble, qui elle aussi est auteur de 8 livres, ma fille qui est auteur de 4 livres depuis l'âge de 7 ans. Tout ça, c'est important parce que ce que j'enseigne, ce n'est pas tous les gens que j'ai formés au monde francophone, au monde anglophone, mais les élèves dont je suis le plus fier, c'est mon épouse et ma femme, en fait. Mon épouse et ma fille, plutôt, qui ont pu appliquer, en fait, ce blueprint de la monétisation, en fait, de leur expertise. Donc, le blueprint de la société qu'on appelle Trinidad Media, qui a été fondée à Atlanta en 2007, même si j'opère comme cela depuis 1991-92. Voilà. Merci beaucoup. Je vais citer 12 joyaux qui sont valables pour le hip-hop. Souvent, on se souvient du hip-hop en disant « Peace, love, unity, having fun ». On oublie que le 5e pilier, c'est la connaissance. Et la connaissance, c'est le premier des 12 joyaux qu'il y a derrière cette culture. C'est la connaissance, donc knowledge, wisdom, understanding. Connaissance, sagesse, compréhension. Après, c'est la liberté, la justice et l'égalité. Puis, clothing, food, shelter. Avoir un toit sur sa tête, s'habiller et manger. C'est peut-être ce que les gens entendent quand ils disent prospérité. Mais les 3 derniers, c'est l'amour, la paix et la joie dans le cœur. Et il me semble que c'est ce que tu nous souhaites à tous pour nos familles. C'est ce que tu crées dans ta famille. Et c'est ce qu'en tant qu'une grande famille, que ce soit l'Église ou que ce soit la communauté, on peut essayer de cibler comme objectif en se détournant justement des voies qui seraient dramatiques à moyen long terme, comme la drogue et tout ce qui est le gangstérisme. Donc, je te remercie beaucoup pour ce partage-là qui nous fait voir au-delà du Master Coach aujourd'hui tout ce qu'il a construit, ce dont il a été bâti de l'intérieur. Et j'invite toutes celles qui viendront et qui regarderont cette vidéo-là de se plug le 21 décembre, c'est date de solstice, et c'est un moment particulier aussi où quelque chose de particulier va se produire. Et en fait, ce qui est puissant, ils n'ont pas besoin d'attendre le 21 décembre. Au moins, sur la vidéo, il y aura des liens où ils peuvent non seulement aussi, en fait, qui peuvent aussi, bien entendu, se procurer mon livre, qui s'appelle, en fait, Avant de venir aux États-Unis. Il y a la version française, la version anglaise, tout ça, c'est en audio. Et bien entendu, se procurer en précommande, en fait, le cours qui n'est que pour... j'ai enlevé 90%. Hein. Normalement, c'est 2500 €, ce n'est que 250 € du 21 au 25. C'est mon cadeau de Noël pour vous. Franchement, c'est 2 cours pour 250 €. Voilà, c'est la fin de l'année parce qu'en 2026, ce sera vraiment différent. En fait, c'est pour enlever les systèmes que le coach d'Arcé n'est pas accessible, les prix sont trop élevés. Ça, c'est pour... Parce que si vous prenez ce cours-là, ça va vous positionner, en fait, pour EA. Et EA, c'est le futur. Et même si des gens pensent que ça ne va pas arriver en Afrique, les gens sont plus se concentrer sur autre chose, je vous garantis que dans 3-4 ans, EA sera vraiment le #1 industry in the world. Voilà. Et c'est parole de visionnaire, parole de Master Coach. Voilà, bien, merci pour cette interview qui a été riche. Merci pour ton professionnalisme. Franchement, j'ai été plus que agréablement surpris. Merci bien. Au revoir. C'est toi, Master Coach. C'est grâce à toi.